I just wanted to give a brief reply to three questions that were raised very first, and I think they're interconnected. The first by Simon, that RED basically will not work because we cannot force the poorest people. I guess we could, but it's immoral. But force the poorest people to stop deforesting. So that's also an ethical question. The second is that there is a link between deforestation and food security, and the third one is that we should really take care of demand-side policies here in the north, so take care of our policies. I think that there is something that links these three elements, which is also linked to the fact that RED doesn't raise enough money on its own. There is a very influential review on the economics of RED, the Elias review published in 2008, that sort of estimates that even a global carbon market will only raise about $7 billion per year, which is a fraction of what is needed. I mean, it's not sure what is needed, but it's possibly 10 times more or even more. So what is the thing that unites everything? I think the point is that we have to focus on normal investments, capital markets. We need to find a way to integrate RED into investments into sustainable activities, particularly food production or sustainable forest management, not necessarily industrial. But if we look at the drivers, most of the causes of deforestation, most deforestation is caused by industrial agricultural production, commercial agricultural production, and commercial logging, not by forest people. It's about 70% of deforestation is caused by commercial agriculture globally. That's, if I'm not wrong, a recent study said. So, very briefly. What can we do? How can we combine RED with normal investment? It's not easy, but there are some ideas up there. I suggest that you look at a paper called INARI, or in I-N-A-R-E, I-N-A-R-A-I. I don't know what it means. It's a sort of a foreign language word, but it's basically an idea that we should create a hub for investment from the capital market, and we should reward those investments if they are sustainable, so there will be a sustainability verifier. One way I thought about how can we combine RED carbon payments with external investments, for instance, is by providing a carbon premium for investors, or by baking the riskier investments with carbon money, so that reducing the risk reduces the profits they demand. And the other thing that is linked to demand, we need to create demand for sustainable products. Now, that's not easy, but it's certainly easier than cutting down our demand for food or timber, as Simone was suggesting this morning. Because, I had this discussion many times with a friend. He said the only way we can stop deforestation and climate change is by reducing consumption. I said, oh wow, how can you stop the lobbies from lobbying against it? We have to campaign it. How can you convince the people that this is the right solution if it generates economic problems, unemployment, because obviously the economy will shrink? And he said, well, we just need environmental fascism. Well, that I don't think is an option that the French government of the European Union are ready to consider. Bon, effectivement. On va être bref. Je voudrais revenir, je pense que c'était Cyril qui référait à nouveau à FLECT. Effectivement, l'exportation du processus FLECT vers d'autres matières, peut-être c'est une idée à creuser. Pourquoi pas penser à d'autres commodities, hein. Déjà, je pense dans certaines, à l'Union européenne, il y a déjà quelques idées dans ce sens. Mais ce qui est très très important, c'est que d'abord, il faut que ce FLECT marche. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de FLECT licenses qui sont là. Donc, effectivement, c'est un chemin très intéressant, mais on doit aller au bout. Et là, il y a un besoin aussi de soutien pour ça. Donc, l'éradication du commerce du bois illégal, c'est pas encore terminé. Et pour l'exporter, penser à d'autres commodités, il faut vraiment aller au bout. Et c'est pour ça un appel à nouveau d'utiliser ce fonds RED pour ça, au moins pour l'implémentation de ce plan FLECT. Et de faire les liens. Et peut-être c'est pas tellement difficile parce qu'il y a un plan qui a été fait de façon participative, etc. Donc il y a déjà des opportunités aujourd'hui. Si on ne le fait pas, il y a aussi un risque que the RED is undermining FLECT. Et on l'a entendu aussi hier, et je pense que c'est un risque réel. Donc pour assurer à ce que tout cet investissement pour FLECT tient la route, il faut agir.
Ça, c'est une chose. Puis, un autre commentaire, c'est sur les benchmarks ou enfin, tout ce qui est scénario de référence. Je pense que le discours par rapport à utiliser des benchmarks, par exemple dans l'aide au développement, c'est pas un discours très nouveau. Utiliser des governance indicators pour voir un peu qu'est-ce que tous les efforts d'aide et la coopération, qu'est-ce que ça résulte, c'est un discours qui n'est pas tout à fait innovatif. Et je pense que c'est utile de voir où est-ce que ça en est avec ce discours et quelles politiques, par exemple la France et d'autres, font par rapport à leur aide au développement et est-ce que ces leçons ne peuvent pas être tirées pour les utiliser ici. Et puis, il y a aussi pas mal de choses qui ont été dites par rapport à cette gouvernance, qui est aussi une gouvernance qui va au-delà du secteur forestier, qui va au-delà des responsabilités au sud mais aussi au nord. Et là, je pense qu'effectivement, la responsabilité des entreprises, donc au-delà de RSE, c'est fondamental. Aussi l'accès à la justice des gens qui sont victimes peut-être des pratiques des compagnies ou des entreprises qui font des mauvaises choses à l'étranger. Souvent ces gens ont difficilement accès à la justice et ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts, sauf dans quelques cas qu'on connaît, des juridictions rares. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui mérite un peu plus d'attention dans ce débat. Ok, merci. Jonas Ngouro. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les aspects techniques contrefactuels, fuites, scénarios de référence et tout. Mais je voudrais qu'on essaie de penser le mécanisme RED autrement. Il y a des possibilités de transfert de fonds, on l'a si bien dit. Jusqu'aujourd'hui, les transferts ne se font pas. On est en train de bagarrer pour que les transferts soient effectifs jusqu'aux populations. Et une question avait été posée hier. Les transferts, oui, et après. Alors, je voudrais bien qu'on essaie de se rassurer que le RED, il y a une idéologie, il y a un lobbying, on essaie de porter une politique. Et 40 ans après, qu'est-ce qui sera? Imaginons que le RED soit effectif et qu'il y ait des transferts et tout ça. Et qu'après, il y ait une rupture. Les populations et les pays en développement, n'est-ce pas, ce serait devenu dépendant d'un mécanisme qui n'est pas un mécanisme de développement. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de penser le développement au sens de Amartya Sen, qui a évoqué les capabilities, c'est-à-dire que la participation effective au développement. Pourquoi faire un transfert de fonds? Ce n'est pas la création des richesses, mais peut-être des investissements directs étrangers. Donc je me demandais, est-ce qu'on peut être d'accord que le RED va retarder le développement? Parce que les pays du Sud veulent se développer et penser à un mécanisme RED qui finance le transfert de technologies. Aller transformer une petite parcelle de minerai de fer au Cameroun, on va arrêter de larges acquisitions de terres forestières pour l'exploitation minière. Installer une industrie de pâte à papier au Cameroun, on va arrêter l'adjudication de larges espaces forestiers aux grandes concessions forestières qui font sortir du bois. Aller apprendre les pratiques agricoles au ménage, on va arrêter de conquérir de nouvelles terres avec des pratiques extensives. Merci. Nous sommes bien dans la question de l'investissement et de la possibilité d'investir pour créer des alternatives durables. Sinon, nous rentrons dans une logique de paiement éternel et de rente, effectivement, logique que nous voulons éviter. Florian Claes ? Oui, merci. Moi, je voulais revenir en fait sur l'un des scénarios que tu évoquais, Alain. C'était le premier, là, en parlant de l'effondrement du marché du carbone et le prix bas du carbone. Il faut se rappeler aussi que le prix bas du carbone, on peut le voir aussi comme une contrainte carbone qui n'est pas assez forte. Au sens où on sait très bien que le prix bas du carbone est artificiel et n'est pas du tout représentatif de la menace climatique. Le prix bas du carbone s'explique parce que les quotas qui ont été donnés aux entreprises ont été trop généreux. Et actuellement, et ça pourrait être aussi peut-être l'objet d'une des résolutions, actuellement on essaie d'enlever ces quotas qui sont de trop dans le marché du carbone. Et si on mettait artificiellement
un prix fort du carbone, peut-être que le RED+ marcherait mieux, et en tout cas susciterait plus d'émotions de la part des industriels, ou en tout cas des acteurs privés qui pour l'instant s'en détournent. Oui, moi je suis globalement sceptique sur le marché du carbone, mais je pense que la baisse des prix est une catastrophe. Parce qu'elle veut dire tout simplement que la demande sociale, la demande collective mondiale pour effectivement un effort climatique s'est effondrée. Donc que le mécanisme, qu'on ait des doutes, qu'on préfère une fiscalité carbone, comme c'est mon cas, parce que là c'est une chose, mais que par contre, ce que ça révèle comme volonté collective d'agir vraiment sur le climat me paraît très très inquiétant. Et ça, malheureusement, c'est un peu la situation. Sylvain ? Je voulais revenir sur la recommandation 1 et profiter de la présence, de la chance d'avoir Gilles et Cyril avec nous, et je les en remercie, pour revenir un petit peu sur le chantier de la cohérence des politiques publiques, notamment dans les pays du Nord. Donc il y a quelques années, la dernière version du livre blanc, on avait mis tout un chapitre sur les nouvelles menaces de la forêt, et en ça c'était déjà un progrès par rapport aux autres versions. Il y a eu dernièrement les Assises nationales du développement, avec tout un chantier sur la cohérence. Là aussi c'était extrêmement intéressant. Demain, le ministre de la Coopération présentera son plan un petit peu, ou sa vision sur les forêts tropicales, si je comprends bien, enfin j'aimerais que tu reviennes là-dessus. La question qui se pose, c'est ce plan ou cette vision qui est en construction, en tout cas, déjà ça serait vraiment intéressant qu'elle ne se limite pas et qu'elle n'engage pas que le ministère de la Coopération. Du développement, c'est fini ce temps-là. Ministère du développement, pardon, excusez-moi. Ministère du développement. Donc elle n'engage pas que ce fameux ministère du développement, qu'elle ait une forme d'opposabilité. Je m'explique. Qu'on arrive à trouver un lieu, un système d'échange, de rencontres, où les ONG puissent interpeller le gouvernement sur sa responsabilité commune quand il y a des politiques qui sont incohérentes avec cette politique de protection des forêts. Aujourd'hui, quand la Banque européenne d'investissement est en train de réviser sa politique énergétique, on va discuter avec le chargé de mission énergie au ministère des Finances, qui nous donne son point de vue. On parle avec quelqu'un au ministère de l'Environnement qui nous dit « bah oui, on est bien d'accord avec vous », etc., etc. On a besoin d'un lieu où, en fait, on puisse interpeller la responsabilité collective du gouvernement, où on puisse inviter, amener des rapports, inviter des intervenants du Sud et dire « bon, là, il y a un accord de libre-échange qui est en train de discuter, on a besoin de discuter l'impact que ça va avoir par rapport à la politique forestière, la vision du gouvernement français sur les forêts tropicales. » C'est ça que je veux exprimer par cette forme d'opposabilité. Quand l'AFD va financer un projet, on a besoin d'un lieu d'échange, pas que dans un bureau de l'AFD avec le chargé de mission qui veut le faire, où on puisse engager la responsabilité du ministère de l'écologie, d'autres ministères, pour discuter de ces projets. Voilà. Je sais que c'est très compliqué, mais les avancées récentes, en tout cas, laissent entendre qu'on peut peut-être passer maintenant à la phase opérationnelle. Comment tout ça, on peut... Voilà, j'aimerais bien savoir, Gilles, ce que tu as en tête et ce que tu pourrais nous proposer. You have the floor. C'est une très vaste question, qui est celle de la démocratie délibérative, si je puis dire. On peut faire une réponse institutionnelle, ça veut dire que globalement, tu as depuis, je dirais, une dizaine d'années, pour ne pas être partisan, et notamment dans les 2 dernières années pour l'être quand même un peu, émergence d'un certain nombre d'arènes, de négociation des politiques publiques, de dialogue partenarial autour des politiques environnementales, confère la mise en place d'un très futur Commission nationale de la transition écologique, confère l'ouverture qu'on souhaite à la gouvernance de l'AFD, et notamment de ses cadres d'intervention transversaux, stratégiques, etc. Tu as le groupe national forêt tropicale, tu as le groupe national sur la stratégie biodiversité, pour parler des choses que je connais bien. Donc finalement, je pense qu'il y a une réponse institutionnelle qui est de dire l'exercice notamment du pouvoir environnemental, normatif ou d'orientation ou d'incitation, il est plus concerté qu'avant. Par contre, je pense que cette réponse, qui est celle de l'institution, elle n'est effectivement pas satisfaisante. Et je comprends que
que derrière, tu as envie d'une mécanique d'engagement, de responsabilité, de redevabilité en fait de l'État plus forte. Comment la construire? On la construit classiquement avec les choses plus formalisées, la démocratie représentative, l'Assemblée nationale, le Sénat, le CESE, dans lequel il y a moyen pour les ONG, à travers leurs élus et puis à travers leurs représentants, de faire valoir un certain nombre de choses. Il y a aussi un moyen qui s'appelle des feuilles de route, qui s'appelle des bilans, qui s'appelle l'interpellation du gouvernement sur ces choses-là, de faire valoir un petit peu la responsabilité du gouvernement. Après qu'il y ait besoin de quelque chose de plus centralisé, ça c'est un fait. Après, une des chances et des faiblesses d'un gouvernement démocratique, c'est que les voix sont toujours plurielles. Et un gouvernement, bah oui, c'est quelque chose qui tire vers la production, vers l'environnement, vers les territoires, vers le national, vers l'international, vers l'archi-local. Et que la cohérence pour faire tout ça, elle n'est pas facile, quoi. Donc, et heureusement, parce que sinon, on aurait des choses qui seraient peut-être un petit peu trop blanches ou noires, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un effort pour rassembler toutes ces feuilles de route et toute cette redevabilité qui est un peu parcellaire et souvent un peu molle, effectivement, pour l'assembler sur des choses plus dures. Mais il y a des tas d'occasions, à mon avis, en ce moment, qui émergent pour faire ça. Le Comité national de transition écologique va en être un, piloté par le ministère de l'écologie. C'est quand même là où, en gros, tous ces progrès, notamment dans le domaine forestier, y compris à l'international, peuvent prendre forme. Les différents groupes thématiques qui existent aussi. Donc investissons ça au maximum, et plus la société civile, plus la recherche, plus les collectivités, plus tout le monde investira ses arènes et exigera de l'État de tenir des feuilles de route, de tenir ses engagements et de redresser le cap quand c'est pas tenu, et plus on arrivera à faire un boulot correct au niveau de la Maison France. C'est ça la réponse moi, que j'ai envie de faire. Après, avoir une arène unifiée où il y a une redevabilité parfaite de l'État, je pense qu'on y arrivera, on aura beaucoup de mal. Et, pardon, je suis désolé, j'abuse, mais je voulais répondre sur au monsieur du Cameroun. Moi, je pense qu'on est tout à fait d'accord, et transfert de technologie, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de technologie sans institution. Une des richesses les plus fortes finalement, quand on travaille un petit peu au sud, au nord, on se rend compte que la richesse première des pays riches comme la France, c'est ses institutions. Et donc effectivement, en faisant du transfert de technologie, mais faisons surtout de la construction politique au sud. Construction politique au sud qui va émerger en négociant autour de la forêt des droits équilibrés, équitables pour les populations locales, pour l'État et sa fiscalité, pour le privé aussi qui malgré tout a un rôle à jouer, etc. Et donc ça fait émerger des institutions, et c'est ça le vrai capital, quoi. Et donc l'objet un petit peu du petit peu d'argent qu'on peut mettre à travers les budgets de l'aide publique au développement, etc., je pense que c'est d'abord ça. Il va passer par des instruments techniques, de la technologie, de l'économie, etc. Mais in fine, c'est des institutions qui vont permettre de conserver la forêt. Alors, Jacques a demandé la parole, ensuite je vous donne la parole ici. Je voudrais formuler ce qui paraît être une quatrième option après les trois qu'Alain a formulé, bon, même s'il y a des recoupements avec les trois autres. Mais vous disiez, monsieur, pardon, donc il faut inventer des modes de collaboration des sociétés humaines pour avoir des résultats à très grande échelle. Mais est-ce qu'on ne les a pas déjà inventés? Est-ce qu'on n'en a pas déjà inventé un, le marché concurrentiel? Alors, bien sûr, qu'on soit sympathétique, qu'on soit favorable à RED ou qu'on soit critique vis-à-vis de RED, on a tendance à vouloir répondre non, pour différentes raisons. Et moi je crois que c'est lié à deux grands malentendus. Bon, le premier grand malentendu, c'est qu'on pense qu'on vit dans un marché, dans une économie de marché, et que c'est la source de tous les maux. Mais je pense qu'on ne vit pas dans une économie de marché, en tout cas pas concurrentielle, et que la source de tous les maux, ce sont au contraire toute une série de distorsions à ce marché. Et peut-être le deuxième malentendu, c'est aussi l'antagonisme auquel on est habitué dans le débat politique de base, que le marché est antagoniste de l'État. Mais bon, le marché a besoin de règles pour qu'il soit concurrentiel, justement, et on a besoin d'État pour faire ces règles. Et la construction de l'État et des institutions dont vous parliez, c'est justement
la construction de ces institutions qui sont capables de créer ces règles pour que le marché, effectivement, ne soit pas plein de distorsions. Alors, peut-être je me fais un peu mal comprendre en insistant toujours sur la question de marché, alors je veux déplacer et parler plutôt de choix. Enfin, le choix des acteurs économiques, c'est quand même une notion fondamentale dans le marché. Donc, je veux insister sur l'idée que un paysan, excusez-moi, je radote un petit peu, je répète ce que je disais déjà auparavant, mais qu'un paysan puisse faire le choix de fournir un service environnemental ou pas. Et j'ai pas rencontré, je sais pas les autres, mais j'ai pas rencontré sur le terrain un paysan qui n'ait pas envie d'accéder à un marché, de vendre ses produits. Alors, les services environnementaux, ils ne connaissent pas encore très bien, c'est nouveau, mais ils disent des choses très intéressantes. Souvent, les paysans, ils disent, mais là, il y a tous ces agents là, des projets, ils viennent avec leur voiture, hein, ils travaillent pour l'environnement, ils sont payés. Nous, on n'est pas payés. Donc, les agents des projets des ONG, ils fournissent quelque part des services environnementaux, et c'est leur choix. Ils ont choisi de prendre le job en fonction du salaire qu'on leur propose. Donc, le paysan, il comprend ça, lui aussi, il exprime, il voudrait un petit peu la même chose. Et il me semble que, aussi longtemps que finalement on n'acceptera pas cette idée pour différentes raisons qu'ils puissent faire ses choix, choisir de fournir le service ou pas en fonction du prix qu'on leur propose, on sera toujours dans une situation qui nous donne un peu une excuse pour imposer des options, plus ou moins fortement, plus ou moins subtilement, et que tout ça c'est une excuse finalement pour ne pas payer le vrai prix. Et le vrai prix, c'est-à-dire s'ils faisaient le choix, on se rendrait compte que finalement, la conservation, ça coûte plus cher que l'argent qu'on veut y mettre. Et à terme, et là je rejoins l'intervention de tout à l'heure, hein, monsieur, c'est que finalement, on se rendrait compte que peut-être que, plutôt que le RED, il faut peut-être mieux investir dans le solaire. Et on se rendrait compte que, aussi peut-être que du coup, la biodiversité, qu'est-ce qu'on va faire? Et il n'y aurait plus d'argent pour la payer s'il n'y a plus le RED. Donc on se dirait, mais là quand même, il faut aussi mettre de l'argent pour la biodiversité. Bref, on ne veut pas le faire, tout ça parce qu'on ne veut pas payer le vrai prix des choses. Et on a donc finalement de ne pas vouloir jouer le jeu d'un marché concurrentiel, ça fournit à la fin des excuses pour maintenir en place toutes ces distorsions du marché hein, qui contribuent au fait qu'on ne va pas vers la transition énergétique, qu'on va imposer et qu'on maintient les gens dans la pauvreté en leur imposant finalement des solutions qui n'en sont pas, mais en essayant de leur faire rentrer dans le crâne à tout prix que quand même c'est la bonne solution sous couvert de plans d'aménagement, de plans de zonage, d'alternatives génératrices de revenus, etc. Voilà. Il me semblait qu'on avait parlé de PSE comme contrat, comme des gens qui sont libres d'accepter ou de refuser. Alors effectivement, Alexandra, ma collègue juriste qui est là, me dirait que entre le consentement et la volonté, ce sont deux choses tout à fait différentes, que des fois les gens ne sont pas toujours libres d'accepter ou de refuser des contrats, ce qui est une vraie question. Mais malgré tout, s'il y a contrat, je pense, je ne sais pas si c'est un marché, mais en tout cas, il y a un minimum, un accord qui se fait entre les gens. Donc la liberté de choix que tu indiques, pour moi, elle n'est pas étrangère au mécanisme de type paiement pour services environnementaux, par exemple. Mais je vais passer la parole à Christian, Tessélané. Oui, je voudrais traiter 3 points. D'abord sur la question du marché, enfin comment dire, de la responsabilité des pays européens ou des pays développés sur leur mode de consommation. Alors on parle du FLEC comme un exemple intéressant à suivre, je suis d'accord. Maintenant je constate que ça a quand même été une mécanique horriblement compliquée à monter. Tout simplement pourquoi? Parce que, comme Cyril Loisen l'a dit, on ne peut pas décider, nous, qu'on ne consomme plus que du bois ayant une origine durable garantie selon un processus de certification qui nous intéresse. C'est-à-dire que la liberté de choix des consommateurs et des gouvernements, elle est aujourd'hui limitée par l'OMC. Donc je pense que dans les recommandations, ou en tout cas dans les pistes, il y a quand même une discussion, une rediscussion profonde du rôle de l'OMC, effectivement, et des accords de libre-échange en général, par rapport à la possibilité de choix démocratique des peuples, de décider ce qu'ils consomment, y compris dans ces composantes environnementales, sociales, etc. Bon. Le deuxième point, c'est sur le montant des financements, enfin le RED comme mécanisme pour générer des ressources importantes dont on pense qu'elles sont nécessaires. Je pense qu'effectivement, il y a des besoins importants si on doit financer les politiques de réforme là où elles sont souhaitées par les États, ce qui n'est pas partout. J'ai quand même l'impression que dans les prochaines années, la manne, les milliards de dollars qu'on espère du marché international ne vont pas être là.
Bon, comme Simone nous disait, pas avant 2020 au plus tôt, ou 2025. Donc peut-être il faut quand même aussi se dire que pour les 10 prochaines années, il faut qu'on fonctionne avec une autre perspective. Et commencer à réfléchir à des sources alternatives de financement, peut-être moins importantes en volume, mais plus concrètes à moyen terme. Alors, un dernier point, je voudrais revenir sur la question la voie intermédiaire, appuyer des politiques no regrets. Je pense qu'effectivement, l'avantage de cette approche, c'est aussi de pouvoir dire, ben voilà, il y a des pays qui veulent, il y a des pays qui ne veulent pas, donc on travaillera avec ceux qui veulent. C'est pas une question de conditionnalité, c'est une question, voilà, il y a de l'argent pour financer la régularisation foncière ou la démarcation des terres indigènes. Vous en voulez pas. Bon. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on veut travailler sur la gouvernance, c'est pas la Banque mondiale qui est bien placée pour ça. C'est pas les bureaucraties de l'aide internationale. Il faut qu'il y ait, en tout cas pas toute seule, il faut qu'il y ait un travail effectivement avec les sociétés civiles. Et donc, je reviens là-dessus, c'est que s'il doit y avoir un travail sur les politiques nationales, et pour encourager, disons, à aller dans le sens qu'on souhaite tous, ici, il faut aussi avoir cette composante d'appui aux organisations de base, à la structuration, à l'organisation. Et quand je dis société civile, bien sûr, c'est pas les ONG, pas seulement les ONG, c'est aussi toute cette structure de représentation des plus démunis, des petits, des agriculteurs, tout ce qui est structuration aussi du monde rural et du monde paysan et du monde indigène. Oui, effectivement, Indra disait ce sont des benchmarks que l'on connaît, c'est pas nouveau. Par contre, peut-être qu'on l'a peut-être fait avec les mauvais acteurs. Et quand c'est la Banque mondiale, effectivement, ou le FMI qui discutait avec le ministre des Finances les conditionnalités, la possibilité d'appropriation par la société dans son ensemble était peut-être plus réduite. Donc c'est vrai qu'on n'invente pas grand-chose de nouveau, en fait. C'est rare, hein, des idées vraiment nouvelles. Par contre, on peut réfléchir sur la manière de faire plus intelligemment, y compris l'aide publique au développement qui est nécessaire. Je vais passer la parole à Simone. Éric Belvaux avait demandé la parole, ensuite je repasse la parole au panel. Je vais passer avant Simone parce qu'elle parle beaucoup, donc je vais essayer d'être bref. Non, moi je voulais reglobaliser un petit peu le débat. J'ai vraiment l'impression qu'il y a trois discours. Il y a celui des politiques publiques que j'entends, qui est tenu par Gilles, qui est tenu par Cyril. Alors, je suis complètement en cohésion avec ce discours. Il y a le discours aussi privé, bon, si l'on s'en tient à ce que disent nos amis activistes de la Terre. Va aller dans le sens d'une accaparation des ressources naturelles, avec en se donnant bonne conscience, je veux dire, on sent un petit peu de greenwashing, quoi. Et puis il y a le discours de la société civile. Il y a des bonnes idées qui ont été lancées déjà dans les gouvernements précédents. Et qu'on ne reprend pas. On avait parlé de cette organisation mondiale de l'environnement à un moment donné. J'en entends plus du tout parler. Et alors peut-être parce que je suis pas bien informé, excuse-moi, je suis pas au cabinet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir... On a toujours l'impression qu'il y a une dualité. D'un côté, on aura le Forum social mondial. D'un autre côté, on va avoir Doha. Et voilà, et on n'arrive pas à se mettre d'accord, je veux dire, entre public, privé. D'un côté, on a l'AFD qui va financer des projets en Indonésie avec un certain nombre de conditionnalités. D'un autre côté, on a les Indonésiens, comme disait notre collègue tout à l'heure, qui disent oui, mais regardez, les privés arrivent, je veux dire, en bloc et détruisent les ressources naturelles. Donc, mettons-nous tous autour de la table, je ne sais pas, c'est complètement utopique, etc. Mais essayons de trouver un système pour dialoguer et communiquer tous ensemble. Arrêtons de faire des oppositions, mettons le public avec le privé, avec la société civile autour de tables, dans des arènes, je veux dire, qui puissent, au même titre qu'il y a... Alors c'est pareil, il y a une arène qui s'appelle l'OMC, il y en a une autre qui s'appelle la Banque mondiale, il y en a une autre qui s'appelle le FMI. Bon, je voudrais qu'on arrive à plus de cohésion. Voilà. Simone, vous voulez réagir? Yeah, I was just, I think sometimes it's good to
sort of go back to the basics of life. And when you talked about this is going to take many years, indeed, phase 3, as they call, might start in 2020 only, when money is expected. Let's talk about reality. In Paraguay, last year, 600,000 hectares of forest were lost in the Chaco. This is threatening indigenous people's involuntary isolations. People that, have chosen to live on their own forest. If their forest is gone, it's just genocide. We will lose those people forever. The situation is dramatic. We've calculated that 4.8 million hectares will be, lost before 2020, which is more than a third of the Chaco. So we cannot wait for that. And certainly not for these kinds of, technical. Meanwhile, $4.6 million in Paraguay is being wasted on technical readiness processes that everybody agrees make no sense for the current situation. And yes, we do talk a lot with our government and they agree. What we probably need is a boycott of Paraguayan beef and soy. Thank you very much. But then I might be accused of being an ecological fascist. Although I should point out that already in 1991 we did research amongst the Dutch population and 61% was in favor of immediately banning the intensive livestock farming industry, which is one of the big soy users. And it never happened, of course. And there's also a lot of public will for strong measures that are simply not followed up or because of corporate lobbies in governments. And I think we need to be stronger on that. Having that said, I think you definitely need for food a more holistic policy, taking into account all aspects. I mean, there's indigenous people that are dependent on meat, for almost 100% of their diet. You can't just say, cut all meat consumption. You need to take into a lot of account, not to spend a lot of time on this. My big problem is that RED will never provide a forum for this holistic policy. I mean, I've just seen the negotiation in Bonn. It's crystal clear this will be about carbon payments. Non-carbon benefits are most to be reported on. Safeguards are most to be voluntarily reported on. Reference levels are in a non-intrusive manner to be advised on. It's just too much focused on the carbon market. So let us please look beyond RED. And there is, also in the climate negotiations now the discussion on non-market-based approaches. And I would be really interested to see the French government, embracing this also within the discussions in the European Union as an opportunity to also create space for these far more holistic policies. Because I know that in the agriculture discussions, for example, the developing countries do not want to talk about mitigation, and that's just because they're so afraid for this carbon approach. Which, for example, would promote genetically modified soy in Paraguay because that's, no tillage, so supposed to be better for the climate. And Monsanto is promoting this issue, talking about corporate lobby. So we really need to be careful and make this a holistic agenda, and that means a non-market-based approach. Oui, ça veut dire effectivement. Alors, est-ce que cette approche holistique, est-ce cette approche effectivement qui prenne en compte les interactions systémiques, effectivement l'ensemble des chaînes de conséquences de nos actions, des modes de production. La question c'est, est-ce qu'on peut le faire dans le cadre de quelque chose qui s'appelle RED, ou est-ce qu'il faut véritablement d'ores et déjà tirer les conclusions et de dire nous ne pouvons pas le faire dans le cadre de cet instrument, nous avons besoin de quelque chose d'autre, quoi donc? Qui veut répondre? Parce que je pense qu'il y a quand même un accord, malgré tout très large, quel que soit ensuite le mode d'action et je veux dire la radicalité du propos. Je pense que sur le diagnostic, sur l'interaction, etc., nous sommes très largement d'accord sur le fait qu'effectivement la question de RED n'est pas une question forestière, c'est une question qui engage effectivement un ensemble de modes de consommation, de rapport au monde, et que ça nécessite effectivement d'autres réponses que des paiements carbone, qui peuvent éventuellement être un instrument dans certains cas, mais voilà, le problème est là. Alors est-ce que on peut le faire dans le cadre effectivement de RED, de notre RED, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? C'était la question que posait Laurence Caramel, qui est partie malheureusement dès le premier jour, qui disait est-ce qu'on ne doit pas tirer la conséquence? Est-ce que maintenant il ne faut pas passer à autre chose? Parce que visiblement c'est un système qui n'arrivera pas à déboucher. D'abord, je vais dénier le fait qu'on s'intéresse à la lutte contre l'effet de serre, parce que notre intention cachée c'est de promouvoir les OGM, ce n'est absolument pas le cas. Et puis sur l'approche holistique,
Je pense que la vision multifonctionnelle de la gestion et de l'aménagement des forêts, c'est quelque chose que le gouvernement français porte dans la longue durée dans différents forums internationaux. Avec un grand attachement pour la prise en compte de la pluralité des points de vue, des intérêts des différents groupes d'acteurs, etc., etc. Ayant dit cela, ça n'implique pas nécessairement qu'un dispositif international devrait travailler sur une gamme de critères et indicateurs correspondant à différentes fonctions des forêts. La multifonctionnalité est mieux prise en considération le plus proche possible du terrain, là où les choses ont du sens. Et dans un contexte local, au bout du compte, le carbone n'a aucun sens. Le carbone n'a du sens que quand on discute au niveau global, parce que c'est un problème global. Donc la communauté internationale peut peser sur l'enjeu du carbone en particulier, mais si vous passez un peu de temps à la Convention climat, vous vous rendrez compte qu'il y a des limites au type de discussion qu'on peut avoir dans un forum multilatéral, parce qu'au bout du compte, les problèmes sont différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre, même s'il y a des traits communs. Donc il serait un peu vain d'entrer dans une discussion détaillée de tous les tenants et aboutissants des causes de la déforestation dans un forum comme la Convention climat. On travaille sur un étage qui est un peu distinct du niveau national ou local. Il est attendu par devers les décisions de la Convention climat que les pays forestiers en développement mettent en place des stratégies, des plans d'action au niveau national, voire avec des déclinaisons plus locales le cas échéant. Et on s'attend à ce que ce soit plus particulièrement à ce niveau-là que les parties prenantes, les acteurs de la société civile, le secteur privé, s'interpellent les uns les autres et se mettent d'accord sur un plan d'action ou un ensemble de choses qu'il convient de faire pour protéger les forêts tout en contribuant au développement durable. Voilà, dans ce sens-là, on soutient ardemment l'idée d'une approche holistique des problèmes forestiers, mais on n'en tire pas nécessairement la conclusion qu'il faut un dispositif international qui mette en œuvre des rémunérations multicritères, parce que ça pourrait avoir tendance à compliquer encore plus que nécessaire la grammaire internationale dont on a déjà parlé. Avec comme corollaire éventuellement la perte d'appropriation locale des objectifs du mécanisme. Marie? Là-dessus et rebondir aussi finalement sur une espèce de mise en opposition et mise dos à dos de différentes possibilités d'action qui me semble ont été souvent en fait abordées pendant ces 2 jours. Le fait qu'il y ait une nécessité de mise en cohérence des politiques, des différentes politiques et notamment au niveau des pays du Nord, donc il y a un consensus là-dessus. Est-ce que cette nécessité-là invalide l'utilité de pouvoir agir localement à certains niveaux, de pouvoir tester des mécanismes de paiement pour services environnementaux à certains niveaux. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge. Le fait de pousser vers une approche holistique, je ne dis pas que c'est pas important, je dis est-ce que cette importance-là veut dire qu'on doit abandonner les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant pour essayer de développer un mécanisme REP. Donc dire, par exemple, cette dichotomie, on l'a entendu notamment sur le fait que les projets localement ne permettent pas de répondre aux facteurs sous-jacents de la déforestation. Oui, en effet, oui, les projets ne le permettent pas. Est-ce que les projets sont la seule possibilité d'action qui doit être entreprise? Non. Est-ce que les mauvais projets sont ce qu'on doit soutenir? Non, je ne crois pas. Est-ce que pour autant il ne faut absolument pas agir sur le terrain et agir uniquement au niveau de politique nationale sans tester les choses localement et sans travailler notamment sur des modes de développement d'agroécologie, des choses comme ça? Non, je ne crois pas non plus. Donc en fait je me dis juste, est-ce que cette discussion et notamment le choix exclusif d'une orientation vers une autre, elle est nécessaire? Et est-ce que la différence d'origine, d'intérêt, de point de vue de l'Assemblée ne montre pas aussi que finalement les gens agissent à différents niveaux, de différentes manières, chacun fait son travail en fait, soit d'opposition sur certaines choses, soit de tester des choses sur d'autres. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on avance pour autant? Et est-ce qu'on doit pour autant dire que dresser la nécrologie de REDD+, en disant que REDD+ c'est un échec?
Je pense que, en fait, on n'oppose pas les niveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau national raid, politique et mesures qui s'opposerait à un niveau projet, etc. On sait qu'il faudra des projets, on sait qu'il faudra des incitations locales. La question est un petit peu différente. La question est de savoir, disons, quelle est la portée des initiatives locales, dans quel cadre plus général elles s'inscrivent, et plus globalement, au fond, par rapport à l'ampleur du défi qu'on a, qui est finalement un défi énorme, parce que ça rejoint la question du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, comment est-ce qu'on articule tous ces outils et quelle est la portée que l'on met dans chacun des outils, quoi. Et il est très clair que on ne peut pas se contenter d'un certain nombre de choses au niveau local, par exemple, même si automatiquement ça passera par de l'action locale. Il n'y a rien, la transformation, c'est bien, ça se passe, c'est au niveau local que ça se passe. Qui maintient, oui, un petit mot.